Donc, Jacques Nicanor, je suis l'animateur de la Dynamique populaire constituante, qui est un collectif créé par des universitaires et des anciens étudiants de l'université Paris 8 à Saint-Denis. Et donc, nous travaillons sur cette notion qui parle d'elle-même, je l'espère, provoquer une dynamique populaire pour élaborer une nouvelle constitution et l'imposer par la voie démocratique, c'est-à-dire à l'issue d'une assemblée constituante, le moment venu, et d'un référendum. Alors pour nous, le boycott de l'élection présidentielle s'inscrit dans cette perspective, et ce boycott, pour nous, est un moment déconstituant. Et je dirais un mot sur ce que l'on peut entendre par déconstituant. Il y a deux raisons principales au boycott, à notre sens, des raisons structurelles et des raisons conjoncturelles. Les raisons structurelles, c'est le système, en fait, lui-même, le système présidentialiste qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a un système face auquel, eh bien, il faut réagir, et réagir de cette manière, par le boycott. Et puis des raisons conjoncturelles qui sont liées à la situation du moment, la situation politique, la situation internationale, et on voit combien cette situation pèse sur les élections, que ce soit le Covid ou l'Ukraine. Donc deux raisons, structurelles et conjoncturelles. Sur le plan structurel, d'abord, l'objectif central de ce boycott, c'est d'affaiblir le système présidentialiste qui ronge la démocratie. Tel est l'objectif structurel pour nous, affaiblir le régime présidentialiste. Et le meilleur moyen, c'est le boycott. Par boycott, nous entendons abstention, plus vote blanc, plus vote nul. Chacun, selon ses sensibilités, ses convictions, peut participer au boycott de l'une de ces trois façons. Et donc, sur le plan structurel, il s'agit par le boycott de mettre fin au pouvoir exorbitant du président de la République lorsque majorité présidentielle et législative coïncident. Et ça se justifie, malgré ce qu'a dit Jean-Michel, que je partage entièrement, sur la dilution des pouvoirs nationaux, mais les pouvoirs du président de la République, en fait, ne sont plus des pouvoirs stratégiques. Certains auteurs parlent de pouvoir politicien, c'est-à-dire un pouvoir de nomination, un pouvoir d'occupation de l'espace médiatique, un pouvoir, disons, d'agitation, mais absolument pas un pouvoir sur les questions de fond stratégiques qui conditionnent l'avenir d'une nation, c'est-à-dire le commerce international, la production industrielle, la démocratie elle-même. Et donc, il s'agit d'abord de mettre fin à ce pouvoir exorbitant. Quand ça coïncide, parce que quand ça ne coïncide pas, ça s'appelle la cohabitation, et on voit que c'est le Premier ministre qui dirige. Nous avons donc deux constitutions pour le prix d'une. Une constitution présidentialiste quand il y a coïncidence des majorités, présidentielles et législatives, et un régime parlementaire quand il y a une différence entre majorité présidentielle et majorité législative. Ensuite, il s'agit de rétablir la souveraineté du peuple, car l'élection du président de la République au suffrage universel direct est incompatible avec la démocratie. On demande au peuple de se livrer à une personnalité, à un homme, une femme éventuellement. En réalité, où est la démocratie dans cette affaire-là? Où est la souveraineté du peuple? Puisque, précisément, le principe même de cette élection, c'est de demander au peuple de renoncer à sa souveraineté et de la confier à cet individu. Ensuite, il y a la nécessité de rétablir les bases de la souveraineté nationale et populaire dans la Constitution. Ça a été dit aussi tout à l'heure. En fait, quand on observe l'évolution de la Ve République depuis 1958, 24 révisions de la Constitution, dont 2 seulement par référendum, tout le reste par le Congrès, c'est-à-dire les parlementaires se substituent au peuple
pour prendre des décisions stratégiques et pour introduire le néolibéralisme dans la Constitution française, comme ça a été fait dans les traités européens. Et donc nous avons un double mouvement, celui du présidentialisme, de l'autoritarisme et du néolibéralisme. Parce que pour mener les politiques néolibérales, il faut un régime autoritaire. Et nous sommes dans cette évolution avec le système de l'élection du président au suffrage universel direct. Et puis encore un argument, c'est le boycott, une façon de remettre en cause le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral qui ont contribué à marginaliser le Parlement, parce que c'est pour ça que ça a été fait. Placer l'élection présidentielle avant l'élection législative et faire coïncider la durée des mandats vise à donner au président la prééminence sur le Parlement. Or, un régime parlementaire est toujours un peu plus démocratique qu'un régime présidentiel, parce qu'il y a un collectif qui peut discuter, qui prend les décisions, et non pas une personne seule. Et puis également, il s'agit de stopper l'infantilisation du peuple en éliminant la personnalisation et le mythe de l'homme providentiel. C'est quand même pathétique de voir des gens qui se demandent si un tel ou un tel pourra résoudre tel et tel problème, et c'est vraiment un niveau d'absurdité totale. C'est une mascarade. Donc, non, les Français n'ont pas besoin d'un gourou, d'un Superman qui pourrait régler des problèmes inaccessibles. Pas du tout. C'est le peuple qui peut résoudre les problèmes, parce que le peuple est le mieux placé pour résoudre les problèmes qui le concernent. C'est pas des représentants des classes dominantes qui sont les mieux placés pour résoudre les problèmes du peuple. C'est pour ça qu'il faut la démocratie. La démocratie, c'est pas un homme, une voix. La démocratie, c'est par le peuple, pour le peuple. Pour le peuple. Pour le peuple. Une politique est démocratique si elle se fait pour le peuple. Voilà. Et donc, le mieux placé pour le faire, c'est le peuple lui-même. Et puis, encore un argument, toujours dans les objectifs structurels, c'est d'empêcher la trahison permanente des présidents. Parce que ce système génère la trahison des présidents. Pourquoi ? Parce que entre le premier et le second tour, il y a des ralliements secrets. Parce que comment on fait quand on est un Macron ou un Chirac ou un Hollande ou tous ces individus qui au premier tour récoltent entre 14% des inscrits et 25% des inscrits, comment fait-on pour passer à plus de 50% au deuxième tour ? On est obligé de faire des alliances qui sont cachées parce qu'on ne nous dit pas ce qui se passe, les ralliements de tel ou tel. Et donc, le président, il est élu sur quel programme ? Le programme qu'il a présenté au premier tour et qui a récolté 14, 15, 20% des voix, ou est-ce le programme du second tour? Mais le programme du second tour, il n'y a pas de programme précisément, parce que les ralliements se font dans la confusion. Et donc, si vous regardez l'historique depuis Mitterrand, celui qui a inauguré la trahison avec son tournant de la rigueur en 1983, il avait promis de changer la vie, et puis 2 ans après, clac, tournant de la rigueur, introduction des politiques néolibérales en France. Ce sont les socialistes qui ont changé la vie. Il a changé la vie. Il a changé la vie des riches. Il a aidé à être encore plus riches. Et si on continue, Chirac, la fracture sociale, boum, etc. Hollande, mon ennemi c'est la finance, et clac, ça change. Sarkozy, pareil. Macron, pareil. Bon, on a des textes qui reprennent tous les faits et les cas, et ces changements de stratégie qui ont été opérés par tous les présidents, il n'y en a pas un qui ne l'a pas fait, ne font jamais l'objet d'une consultation du peuple. Jamais. Donc c'est un système qui génère de la déception. Et après, il y a
des gens qui s'interrogent, mais pourquoi il y a de l'abstention? Pourquoi les gens sont paresseux? Pourquoi il y a cette désaffection citoyenne? Enfin, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Les gens voient bien qu'il y a une trahison permanente, un système qui génère de la trahison. Et donc, il faut en tirer les conséquences. Ça n'est pas encore le cas, parce que, en fait, les Français, là, il y a matière à discuter avec eux, parce que l'abstention aux élections locales, elle n'est pas vraiment justifiée. Les élections locales, les collectivités locales n'ont pas beaucoup de pouvoir. Les mairies, les conseils départementaux, les conseils régionaux n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mais ça n'est pas inutile. Et c'est l'occasion de rapprocher les gens, de faire de la démocratie locale, d'avoir des initiatives locales. Donc si vous voulez, l'abstention, puis bon, c'est pas vraiment important. Là où c'est important, c'est les élections nationales, et notamment la présidentielle dans le système présidentialiste. Or, paradoxalement, la cause générale de la déliquescence, qui est le système présidentialiste, les gens votent, c'est là où les gens votent le plus. Alors c'est quand même assez bizarre. Donc, nous, là, on veut mettre le fer dans la plaie, parce qu'il faut que ça bouge et que l'on gagne en abstention. Alors, ils disent là, les sondages, quand ils osent le faire, quand ils osent dire l'abstention, quand les sondeurs, mesurent l'abstention, c'est difficile à faire, je ne dis pas que c'est facile, ils arrivent aujourd'hui à 30%, c'est-à-dire quand même pas beaucoup plus que la dernière fois. Eh bien, c'est pas beaucoup, il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, il faut qu'on arrive à obtenir que la somme de l'abstention des blancs et des nuls soit supérieure au nombre de voix obtenues par Macron. Voilà, là, il est délégitimé. On pourra parler de la différence entre légalité et légitimité, si vous le souhaitez, tout à l'heure. Je termine avec la deuxième raison, ce sera beaucoup plus rapide, les raisons conjoncturelles. Alors, les raisons conjoncturelles, je le disais, c'est la situation du moment, parce que ce mode d'élection est très sensible au moment où elle se passe. Et il peut se produire des événements qui déstabilisent une élection. Et c'est le cas. C'est le cas, et je vais commencer par une première raison. Le boycott, c'est pour empêcher une élection blanche. Nous sommes là, on peut qualifier cette élection d'une élection blanche. Alors, j'étais particulièrement intéressé aujourd'hui par un article dans le Figaro, une tribune dans le Figaro, d'un Pierre Vermeuren, qui est une sommité universitaire, quelqu'un de très très reconnu, et qui titre une page entière ce matin, et le titre c'est « Présidentielle, le désastre de la non-campagne et l'illusion que ça va pas si mal ». Je vous cite 2-3 petits paragraphes très rapidement, parce que ça vaut le jus. Alors il dit, voilà, le débat n'est pas possible entre les candidats dans des conditions normales. Il n'y a qu'à regarder la mascarade de TF1 hier. 8 candidats alors qu'il y en a 12. Mais pourquoi? Enfin, c'est hallucinant, un système comme ça. Et Vermeuren continue, et il cite le maire de Nice, l'inénarrable Estrosi. Et Estrosi avait dit récemment que les meetings seraient contre-productifs pour les candidats, lesquels seraient d'ailleurs, selon lui, des schtroumpfs grognons qui passent leur temps à critiquer le bilan du président sortant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration? Ça veut dire que on réfute la possibilité même d'une campagne et de débats contradictoires. Et puis, Vermeuren ajoute encore quelque chose, il dit, voilà, dans le monde, le Covid a été le grand étouffeur des crises politiques, voire des révolutions en cours, loin de nos regards captivés par le virus. En Algérie, nous on a écrit beaucoup sur l'Algérie, parce que l'Algérie, il y a le Irak. Vous avez certainement entendu parler de cela. Le Irak, c'est une protestation populaire qui s'est traduite notamment par des appels au boycott des élections. Et là, il dit, en Algérie, cette divine providence a permis à l'État profond, selon l'expression consacrée dans ce pays, après 1 an de manifestations ininterrompues, de liquider le Irak, ses agitateurs et son peuple protestataire, alors en passe
de renverser le système politico-militaire dirigeant le pays depuis 60 ans. Il s'en est fallu de peu pour que la dynamique révolutionnaire ne s'accomplisse, mais l'enfermement de la population par lié au Covid a donné du temps au temps pour sauver le régime et même le rendre plus fort, puisque les animateurs du Irak sont en prison beaucoup et certains s'enfuient. Et Vermeuren conclut, la France, au spectacle de la guerre, ne va débattre ni du bilan, ni de son avenir, ni des propositions des candidats. Le réflexe légitimiste d'un pays âgé et frileux, la moitié du corps électoral a plus de 56 ans, mais l'âge médian des votants est bien supérieur du fait de l'absentéisme des jeunes et des actifs pauvres, tiendra lieu de campagne. Encore abasourdi par le Covid, apeuré par une guerre omniprésente dans les médias et déstabilisé par des perspectives économiques sombres, les Français sont tentés par l'union sacrée derrière leur président. La nécessaire respiration démocratique du pays est donc paralysée. Et il termine sur quelque chose qui rejoint finalement ce que nous disons, et c'est un signe des temps qu'une personnalité comme ça, qui n'est pas connue pour son radicalisme politique, arrive à des conclusions proches des nôtres, et il termine en disant « Les principaux rivaux de Macron pourraient s'accorder et se retirer d'une présidentielle qui s'annonce virtuelle, qu'ils ont la quasi-certitude de perdre, faute de débat et de compétition. En se retirant, ils démasqueraient la vacuité de cette élection blanche. Celle-ci risque en effet de jeter la France dans des troubles et une violence que tous redoutaient à l'issue du Covid, mais qui sera démultipliée. Se retirer, voilà quelque chose d'intéressant. En effet, si ces candidats, les 11 candidats en plus de Macron, avaient une conscience politique qui dépasse leurs intérêts personnels et de boutique, eh bien, c'est ce qu'ils feraient. Ils retireraient leur candidature et ils appelleraient le peuple au boycott. Mais là, ce serait une crise constitutionnelle majeure, salvatrice. Et il termine, Vermeuren, en disant « Sortir collectivement d'une élection tronquée pour offrir aux institutions l'opportunité de la repousser de quelques mois, fût-ce en révisant en urgence la Constitution, s'il y a lieu, serait salvateur. » L'autre hypothèse est que les Français boudent les urnes, ce que feront nombre d'entre eux dans ces circonstances. Alors il ne va pas, il est universitaire, installé et tout, il ne va pas jusqu'à dire qu'il faut l'abstention, mais il le dit sans le dire. Voilà, c'est très important. Alors je termine à partir de ces commentaires de ce professeur. Ensuite, il ne faut pas se laisser piéger par la menace illusoire d'une extrême droite fabriquée pour servir de repoussoir au second tour afin de favoriser le candidat réputé le moins pire. Parce que, en fait, la fabrication de l'extrême droite par Mitterrand et poursuivie ensuite par les socialistes et les gaullistes ne sert qu'à avoir un épouvantail au deuxième tour assurant la victoire automatique du candidat de l'oligarchie de gauche ou de droite. Donc ne nous laissons pas piéger avec ce système. Et puis l'autre élément, une offre politique insatisfaisante. Quand on fait le tour des candidats, on est déçu sur le plan de la démocratie et des institutions. Ils ne veulent pas démocratiser notre société. Bon, je passe. Et puis, le dernier point qui a été aussi évoqué tout à l'heure, c'est de créer un rapport de force tout à fait inédit en faveur du peuple. Parce que, paradoxalement, on peut assister à une défaite électorale, l'élection de Macron, et une victoire politique. Parce que si la somme des abstentions des Blancs et des Nuls dépasse le nombre de voix obtenues par Macron, c'est une victoire politique. Le peuple a plus de voix que Macron. À partir de là, vous savez qu'il y a, et ça a été fait pour, l'inversion du calendrier électoral et l'alignement de la durée des mandats sert à faire en sorte que l'élection législative donne une majorité au président élu. Il y a une prime. On veut donner au président une majorité pour gouverner. Eh bien, si nous obtenons ce résultat à la présidentielle, un très fort boycott,
nous pouvons casser cette dynamique entre la présidentielle et législative. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle cohabitation qui entravera Macron, qui l'empêchera de mener sa politique et qui suscitera le développement de luttes populaires, de mobilisation populaire, parce que la légitimité sera là. La légitimité, c'est le sentiment de justice ou d'injustice que ressentent les peuples. La légitimité est au-dessus de la légalité, elle supplante la légalité. Et donc, à partir de cette situation, d'une crise institutionnelle, politique et constitutionnelle, nous ouvrons un moment constituant. Le boycott, c'est un moment déconstituant, on casse les codes de la Constitution actuelle. Les élections législatives sont un moment constituant. On reconstruit, on a cassé, après on reconstruit. Et donc pour faire ça, nous nous appuyons sur les abstentionnistes, pour qui nous pensons qu'ils sont la force politique propulsive d'avenir, et nous nous organisons dans des comités locaux boycott. Donc ceux qui ne sont pas dans des comités locaux, allez-y, mobilisez-vous, allez sur les marchés, distribuez des tracts, faire signer les appels. Nous avons des camarades qui y vont là, le samedi, le dimanche. C'est très intéressant, très très intéressant ce qu'ils nous rapportent de leur contact. Voilà, je vous remercie.